Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Je suis en compagnie aujourd'hui de Martine Pelletier, maître de conférences études anglophones, spécialité études irlandaises à l'Université de Tours et directrice de l'Université du Temps Libre également à Tours. Bonjour. Bonjour Martine, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, justement, aujourd'hui, nous aborderons ensemble la question de l'Irlande et de sa possible réunification suite au Brexit, réunification qui est sur toutes les lèvres en Irlande. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu la situation de l'Irlande avant le Brexit, nous redonner un petit peu quelques éléments de contexte? Oui, volontiers. Alors, difficile de résumer plusieurs siècles d'histoire irlandaise. Et puis en plus, la France a une tradition et une culture de s'intéresser à l'Irlande. Donc j'imagine que les auditeurs connaissent déjà beaucoup de choses. Mais peut-être simplement préciser qu'effectivement, l'Irlande a longtemps été sous le contrôle de son puissant voisin britannique, faisait partie du Royaume-Uni, que c'est au début du XXe siècle, entre 1916 et les Pâques sanglantes et 1922, la fin de la guerre d'indépendance, qu'une partie de l'île, les trois quarts, un petit peu plus, 26 des 32 comtés de l'île ont accédé à un statut d'autonomie, tout d'abord, en tant qu'État libre d'Irlande, puis relativement rapidement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont devenus la République d'Irlande, tandis que 6 des comtés du nord-est de l'île d'Irlande, autour de Belfast, en fait. Voilà, tout à fait, historiquement connu sous le nom de Ulster, parce que c'est le nom de la province, mais ce n'est pas tout l'Ulster, mais 6 des 9 comtés d'Ulster sont restés à leur corps défendant, c'est-à-dire qu'une majorité de cette population, principalement d'origine écossaise et anglaise, implantée sur ces territoires au courant à partir du XVIIe siècle, ont choisi vraiment de rester britanniques et ont tout fait, y compris prendre les armes, pour rester britanniques et donc se soustraire à l'autonomie qui était promise au début du XXe siècle. Cette situation générant bien sûr une situation de fragmentation, une frontière, alors ce qu'on appelle souvent la partition de l'île d'Irlande, la division de l'île d'Irlande, avec donc les 26 comtés du Sud qui ont fait leur chemin doucement vers une indépendance complète et totale, quittant le Commonwealth, devenant république, rejoignant l'Union européenne, enfin la communauté économique européenne au début des années 70, et au nord, une province devenue largement autonome, mais partie prenante du Royaume-Uni, et au sein même de ce territoire, une division entre une majorité de la population, un peu moins des 2 tiers, un peu plus de 60%, qui réclamait solidement son allégeance au Royaume-Uni, ce qu'on appelle les unionistes, et en face, une minorité, 35-40% de la population, qui était plutôt d'allégeance irlandaise, qui se revendiquait irlandais, et qui aspirait à faire partie de l'État qui s'était constitué au Sud. L'opposition entre ces deux populations ayant amené une période de trouble à partir des années 60. Alors, ça n'a jamais été serein dès le début des années 20. Ça a toujours été tendu, mais à partir des années 60, cet affrontement a pris une tournure très violente avec le développement d'organisations paramilitaires. D'un côté, les républicains, ceux qui voulaient rejoindre Dublin et une république irlandaise. De l'autre côté, des unionistes ou des loyalistes qui étaient fidèles à Londres, à la couronne et à leur identité britannique, souvent d'ailleurs jumelée à une foi protestante. Tandis que du côté des nationalistes et des républicains irlandais, on avait plutôt des catholiques. C'était une véritable guerre civile, en fait. Tout à fait, qui n'a pas porté son nom avec un sens de la litote remarquable. En Irlande du Nord, on a appelé cela les troubles, pudiquement. Mais ces troubles ont affecté toute la population parce que l'Irlande du Nord, ce n'est pas si étendu que cela. Ça reste un territoire bien inférieur à la région Centre-Val de Loire en termes de superficie, avec une population qui, à l'époque, était d'environ 1,5 million, 1,6 million habitants, qui est maintenant un peu plus proche des 2 millions. Et ces affrontements se sont très heureusement terminés après plus de 30 années de violence par un accord de paix historique appelé accord du Vendredi Saint, négocié et signé en 1998, qui a réuni à peu près toutes les parties prenantes, sauf un parti unioniste loyaliste très intransigeant qui voyait ceci comme
une première étape vers la fin de l'Union, mais graduellement, là aussi, avec des hauts et des bas et des complications multiples. À partir de 1998, on a en tout cas cessé d'être dans une situation ouverte de conflit pour aller vers une manière de s'accommoder d'une division qui devenait de moins en moins visible. Notamment, il y a eu un énorme travail fait sur la frontière elle-même qui est devenue quasi invisible et qu'il est désormais possible de passer sans avoir les barrages de police, les barrages de l'armée britannique, absolument, qui caractérisaient tellement ce paysage depuis les années 60. Alors, il faut savoir que, en fait, l'Irlande et le Royaume-Uni, en fait, ont rejoint l'Union européenne la même année, en 1973. C'était donc, nécessaire. Du coup, voilà, ça a quand même facilité aussi certainement le gommage de ces frontières, tout à fait, pour les travailleurs, les marchandises. Exactement. Et de la même manière que l'entrée dans la communauté économique européenne de l'époque n'était possible que si les deux pays rentraient en même temps, parce que sans cela, le fait qu'il n'ait pas les mêmes arrangements constitutionnels risquait de poser souci. De la même manière, évidemment, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après le vote sur le Brexit a rouvert un certain nombre de problèmes, de difficultés. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons aujourd'hui de l'Irlande et de la question de la réunification, plus que jamais d'actualité, avec Martine Pelletier. Alors, une unité irlandaise a-t-elle déjà existé? A-t-elle jamais existé? Et depuis quand aurions-nous perdu cette unité, si c'était le cas? Alors, il est vrai que quand on entend parler d'une unité irlandaise, d'une Irlande réunifiée, on a l'impression qu'effectivement, ça a été quelque chose qui a eu une réalité tangible, historique, et que l'on aspire à revenir à cette unité. Or, historiquement, rien n'est moins sûr, puisque l'Irlande a été unie uniquement au sein du Royaume-Uni lorsqu'elle était véritablement, pratiquement vassale du Royaume-Uni. La situation qui préexistait au contrôle britannique, d'abord anglais puis britannique, de l'île était une situation plus proche de ce que nous avons pu connaître dans l'Europe médiévale, avec plutôt des royaumes distincts qui faisaient des alliances ponctuelles. Il n'empêche que l'aspiration à cette unité nationale qui n'est peut-être qu'une illusion historique a structuré tout le mouvement nationaliste irlandais, et ceci sur une très très longue période, et tous ceux qui ont souhaité se débarrasser du joug britannique et obtenir une indépendance irlandaise au fil des siècles. Et donc cet idéal d'une Irlande unie et libre continue d'être fort présente dans les consciences et à des niveaux symboliques, mais aussi dans les discours. Alors, pourquoi parlons-nous justement aujourd'hui de réunification de l'Irlande? Alors, j'aurais une réponse très locale et personnelle, mais qui n'est pas la bonne, mais quand même, qui est un peu le prétexte à notre rencontre du jour. Il se trouve que dans le cadre de l'Université du Temps Libre et du fait de l'actualité politique sur laquelle je vais revenir dans 2 secondes, j'ai proposé dans le programme de l'année 3 conférences qui se tiendront début octobre sur ce sujet. Donc, nous aurons l'occasion aux amateurs. Merci Astrid, nous aurons l'occasion d'en parler plus en détail encore qu'aujourd'hui. Mais bon, ce qui fait bien sûr que c'est un sujet d'actualité qu'il importe d'aborder, c'est qu'il y a depuis le début 2024 des évolutions importantes, puisqu'en Irlande du Nord, donc région autonome du Royaume-Uni, avec un parlement mis en place suite aux accords du Vendredi Saint de 1998, il y a un Parlement avec un Premier ministre et un vice-premier ministre qui sont d'égale importance. Et pour la première fois, c'est la représentante du parti républicain nord-irlandais, Sinn Féin. Enfin, j'ai hésité parce que ce parti est en fait un parti irlandais. Ouais. Il existe au nord et au sud, mais en l'occurrence, puisque nous parlons du Parlement nord-irlandais de Stormont, c'est donc à cette échelle-là que l'élection a eu lieu. C'est donc Michelle O'Neill, qui est la représentante du parti Sinn Féin, parti républicain pro-réunification,
qui est devenue la première ministre de ce Parlement nord-irlandais. Et dans la foulée, bien sûr, ce parti politique a réaffirmé son ambition, et cette fois-ci a réaffirmé son ambition d'une réunification depuis une position de pouvoir. Il y a aussi une autre évolution qui est démographique en Irlande du Nord, qui est que, je vous parlais tout à l'heure d'un équilibre trouvé au début du siècle pour garantir une majorité protestante unioniste à ce territoire. Et bien, au fil des décennies, cette majorité protestante unioniste a fondu, et on est aujourd'hui avec une très courte majorité de la population d'Irlande du Nord qui se dit catholique, plus une partie de la population qui se dit sans affiliation religieuse et pour qui l'identité nationale n'est plus nécessairement corrélée à l'affirmation d'un choix confessionnel, ce qui laisse penser que l'opposition, l'intransigeance à l'idée même d'une réunification est en train de fondre doucement et donc amène aussi bien et peut-être plus à Dublin qu'en Irlande du Nord, a commencé à réentamer une réflexion sur cette réunification. Et puis, bien sûr, le facteur accélérateur de tout cela était le Brexit. Oui. Alors, qui parle justement un petit peu de cette réunification et où en parle-t-on ? Alors, bien sûr, on en parle dans les milieux politiques, notamment ce parti républicain Sinn Féin, qui existe au nord et au sud et qui a pris le pouvoir en partage, puisqu'on est sur un pouvoir partagé en Irlande du Nord. Ce sont les deux partis qui sont sortis les premiers à l'issue du scrutin qui doivent partager le pouvoir. Et la situation fait que traditionnellement, il y a un parti unioniste et un parti nationaliste qui arrivent premier et second de l'élection. Et donc, il y a ce partage de pouvoir. L'élection a eu lieu en 1922, mais le parti unioniste, le Parti démocratique unioniste, qui était le deuxième parti pour la première fois, après avoir toujours été premier, ont été un peu mauvais joueurs. En plus, ils traversaient eux-mêmes un certain nombre de crises au niveau de leur propre direction. Et ils ont refusé, ils ont bloqué le fonctionnement des institutions nord-irlandaises pendant plusieurs mois. Et c'est seulement en février 2024 que cet exécutif, ce gouvernement nord-irlandais a pu reprendre ses fonctions, réactivant du coup la conversation sur la question politique. Du coup, c'était 2022, pas 1922. Pardon, oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Nous étions dans le siècle, on a été effectivement dans la décennie des commémorations, puisque l'Irlande marquait effectivement en 2016 le centenaire de 1916, en 2021 le centenaire évidemment de 1921, mais non, nous sommes bien au début. En gros, ça a été bloqué pendant quasiment 2 ans. Tout à fait. Alors, ça n'était pas une nouveauté, parce que depuis 1998, l'accord du Vendredi Saint et la mise en place de ces institutions avec partage du pouvoir, régulièrement, le Parlement et l'exécutif ont été bloqués parce que d'un côté ou de l'autre, on y mettait de la mauvaise volonté, on refusait de siéger ensemble, telle ou telle difficulté se présentait. Mais là, ça a donné une nouvelle urgence à cette discussion. Et peut-être l'évolution majeure, donc ceci, ça a été un petit peu le déclencheur. On reviendra, je pense, sur la question du Brexit. Mais ce qui a évolué, c'est que, alors que jusqu'à présent, du côté de Dublin, on était extrêmement réticents à rentrer dans cette conversation-là, au niveau politique, il y a eu plus récemment des prises de parole des premiers ministres irlandais successifs pour commencer à dire qu'il allait peut-être falloir se préparer. Visages célèbres ou plus anonymes, chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Des parcours inspirants qui donnent envie de s'engager, de s'émerveiller, de s'ouvrir aux autres. Visages, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce dimanche à 11h et 20h. Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leurs personnalités. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h. RCF, l'Europe en 43 minutes. Notre invitée aujourd'hui est Martine Pelletier, maître de conférence à l'Université de Tours, spécialiste de l'Irlande.
Alors Martine, vous nous avez parlé un petit peu du Brexit, qui a été un moment décisif, justement dans cette résurgence finalement de désir de réunification. Mais quel a été le rôle et le poids de ce Brexit justement dans cette question de réunification ? Alors, il a été à la fois, d'un point de vue pratique, réel, politique, pragmatique et économique, très important. Et symboliquement, il a aussi marqué une rupture parce que il est devenu très très clair que du côté de Londres, quand on a posé la question du Brexit, on ne s'est pas franchement intéressé au devenir de l'Irlande du Nord et à ce que une sortie du Royaume-Uni, Irlande du Nord comprise, pouvait entraîner sur l'île d'Irlande, à savoir le retour d'une frontière. Puisque si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, eh bien à ce moment-là, la frontière entre Irlande du Nord et Irlande du Sud redevenait une frontière de l'Union et ne pouvait donc pas rester aussi invisible qu'elle l'était devenue après les années de paix et de démantèlement de toutes les institutions militaires, de toute la présence militaire et de tout ce qui pouvait marquer cette espèce de cicatrice, trace de la division originelle en 1921. Et donc, de part et d'autre, il y a eu le sentiment que vraiment cette union entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, du point de vue des unionistes, elle avait été un petit peu négligée. Et du côté de Dublin, il y a même eu quand même là presque des brouilles diplomatiques parce qu'ils se sont rendus compte à quel point leurs homologues britanniques avaient sous-estimé la gravité de la question posée. L'Union européenne a joué à travers une personnalité dont il est beaucoup question ces derniers temps en France, dans un autre rôle. Voilà, Michel Barnier qui était en charge de la discussion sur le Brexit. L'Union européenne a très bien compris, alors les diplomates irlandais ont fort bien fait leur travail et ont très bien briefé leurs homologues et leurs partenaires. Et puis, l'Irlande a une place plutôt appréciable et appréciée au sein de l'Union européenne. Ils ont très bien compris les enjeux et la fermeté de la République d'Irlande sur la question de pas de retour à la frontière. Pas de retour à une frontière marquée parce que ça pourrait entraîner une résurgence, des violences, des troubles. Voilà, des tensions. Et c'était vraiment, en plus, l'Union européenne ayant accompagné les efforts pour le traité de paix de 98, ça aurait été quelque part accepté de démanteler. Et un échec. Exactement. C'était politiquement, pour les Européens, impossible de se résoudre à voir une nouvelle frontière apparaître ou le retour d'une ancienne frontière. Donc, il y a eu ce poids-là. Et puis, il y a la réalité, alors la résolution qui a été trouvée ou la solution qui a été trouvée qui ne satisfait pas absolument tout le monde et qui laisse un certain nombre de difficultés opérationnelles, a été de faire cette frontière dans la mer d'Irlande. C'est-à-dire qu'effectivement, pour tout ce qui est question de douane et autres, donc il y a un protocole nord-irlandais d'une complexité rare qui a été mis en place et qui a eu un effet économique très clair qui a été d'accélérer le commerce entre les deux parties de l'île. C'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement en fait de ce qui se passait entre Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni et une accélération, un renforcement des échanges au sein des deux parties de l'île. Donc ça a aussi contribué à dédramatiser ce travail collectif et cette unité géographique, sinon politique. Et quels sont les points de vue, du coup, à Londres et à Dublin sur la question de la réunification ? Alors, la réunification figure dans l'accord de paix du Vendredi Saint, dans l'accord de Belfast de 98. On pourra parler un petit peu plus tard de comment ça s'organiserait. Donc, ça a déjà été pensé. C'est-à-dire qu'au moment où on a trouvé une solution, une voie, parce qu'en fait, l'accord est autant une voie, un chemin, un cheminement vers qu'un accord fixe, on s'est posé cette question parce qu'on s'est dit qu'à un moment ou à un autre, elle se poserait et qu'il fallait l'anticiper. Donc, du côté de Londres, la position a toujours été de dire nous ne nous y opposerons pas. Nous ne sommes pas là pour la promouvoir, mais nous ne nous y opposerons pas à partir du moment où ce sera la volonté librement exprimée dans un contexte d'autodétermination de la population d'Irlande du Nord et de République d'Irlande. Le mécanisme, c'est quand même que c'est le secrétaire d'État britannique à l'Irlande du Nord qui est celui qui pourra déclencher ce référendum. C'est quand même soumis à un Britannique. Tout à fait, mais dans un esprit qui
n'est pas celui d'une opposition à. Ils ont vécu aussi le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui a montré aussi potentiellement les risques ou les limites de l'exercice. Voilà. Du côté de Londres, je dirais que on n'est pas totalement prêt. On n'envisage pas ça comme imminent. Du côté de Dublin, jusqu'à il y a encore 4 ans, on était un peu les deux pieds sur le frein, aussi au niveau politique, en disant « oulala, question prématurée, il est important de d'abord voir le Brexit, les enjeux du Brexit, tout cela, voilà ». Depuis un an, on entend beaucoup plus des personnalités politiques de premier plan se dire que, contrairement à ce qu'on entendait avant, comme quoi ceci ne se passerait pas du vivant des acteurs politiques du moment, c'était désormais quelque chose qui devait se penser à échéance courte ou moyenne. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Notre sujet aujourd'hui est l'Irlande, où la question de la réunification de l'île est sur toutes les lèvres, en compagnie de Martine Pelletier. Donc Martine, vous êtes revenue un petit peu sur les points de vue politiques, Londres, Dublin, sur la question de la réunification, mais qu'est-ce qu'en pense l'opinion publique comment est-ce qu'elle réagit à cette possible réunification d'Irlande, notamment en Grande-Bretagne peut-être pour commencer? Alors commençons par la Grande-Bretagne, c'est peut-être le plus simple et c'est aussi peut-être le plus navrant à certains égards. Autant la population britannique avait un avis sur le référendum écossais et sur une possible indépendance de l'Écosse et s'en émeuvait, autant quand on parle d'un possible détachement de l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni, on ne peut pas dire que ça émeuve terriblement les populations. Il y a environ un tiers de la population qui dit que ça serait une mauvaise idée et un tiers qui dit qu'ils en ont absolument rien à faire et un autre tiers qui en gros n'a pas d'avis sur le sujet. Voilà, donc du côté britannique, on ne peut pas dire qu'il y aura dans la population une opposition, ni d'ailleurs un principe d'engagement en faveur d'eux. Voilà, c'est l'opinion publique britannique semble prête à ce qui arrivera. Voilà. Et du coup, par contre, en Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord, c'est peut-être le plus compliqué. Si je peux me permettre, je vais peut-être juste vous redire un mot sur plutôt du côté Dublin, parce qu'on a parlé des politiques. Du côté de la population irlandaise, à chaque sondage, et il y en a de plus en plus. Là, il y a une accélération des sondages depuis 2-3 ans. La population se déclare très majoritairement, à peu près au niveau des 2/3, très favorable à une réunification rapide. République d'Irlande. Voilà, du côté Dublin, République d'Irlande, la perspective de voir l'île réunifiée et donc 2 millions de nouveaux Irlandais rejoindre le territoire national est plutôt affirmée comme quelque chose de positif pour 2/3 de la population. Par contre, quand on leur demande, quand on commence à mesurer l'impact que ça pourrait avoir, ou qu'on leur demande quelle priorité la réunification aurait pour eux au niveau politique, alors là, c'est un tout petit peu plus frileux. Et on voit que, en fait, ça dépendra beaucoup des circonstances et dans les priorités que donnent les citoyens irlandais au moment des élections. L'éducation, la santé, le logement, le pouvoir d'achat sont des points qui figurent bien plus en avant de leurs préoccupations que la réunification. Mais bon, il y a un accord de principe, parce que voilà, cette aspiration-là fait quasiment partie de l'identité irlandaise depuis le début. En Irlande du Nord, donc, les choses ne sont pas encore vraiment mûres. Chaque fois que là aussi il y a des sondages, on est plutôt autour de... 30% qui soutiennent vraiment très, très, très fermement l'idée d'une réunification. Ça peut varier de 30 à 38% en fonction du moment du sondage, de la façon dont la question est posée. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en face, il y a systématiquement 45 à 51% de la population qui s'y oppose, qui se déclare opposée. Donc, on l'a vu avec le Brexit, quand on a quelque chose qui passe à 48-52, 49-51, on se crée des problèmes plus que des solutions. D'autant que je me permets de rappeler que l'Irlande du Nord avait voté à grande majorité pour rester dans l'Union européenne. Donc, ce qui crée aussi peut-être encore un petit fossé entre le Royaume-Uni et Londres notamment et l'Irlande du Nord. Tout à fait. Et il y a eu d'ailleurs dans ce vote sur le Brexit des choses qui étaient un petit peu étonnantes. Une partie alors le Parti démocratique unioniste qui est
pouvoir partagé en position numéro 2 après avoir été Maintenant, en position numéro 1 pendant plusieurs décennies. S'était lui déclaré favorable au Brexit, alors que pratiquement tous les autres partis politiques d'Irlande du Nord, eux, avaient affirmé vouloir rester au sein de l'Union européenne. On comprend un peu le choix de ce parti unioniste défenseur de l'Union. Il ne voulait pas que quoi que ce soit se passe qui pourrait affaiblir l'Union avec le Royaume-Uni. Mais dans les faits, le Brexit a manifesté que c'était la quadrature du cercle et qu'à partir du moment où il y avait maintenant une frontière de l'Union européenne qui traversait le territoire irlandais, eh bien, l'Irlande du Nord ne pouvait pas être traitée de la même manière que l'île sur laquelle se retrouvent l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc, dans les faits, il y a eu une prise de conscience que l'Union elle-même était un peu menacée. Donc, pour répondre à votre question sur l'opinion publique en Irlande du Nord, on va dire que la question est moins brûlante. Elle n'apparaît pas comme une question imminente et elle semble gérer politiquement un peu plus sereinement que ça n'aurait été le cas il y a encore une dizaine d'années. Et quelles seraient les conditions, les modalités de cette réunification ? Alors, si l'on suit ce que le Royaume-Uni et l'Irlande ont signé au travers de l'accord de Belfast, donc de 98, il faudra 2 référendums qui se dérouleraient simultanément ou quasi simultanément des 2 côtés de la frontière, c'est-à-dire qu'il faudrait que des questions similaires soient posées en République d'Irlande et en Irlande du Nord. Alors, en République d'Irlande, ceux qui voteraient, ma foi, c'est ceux qui votent actuellement. Ce serait le corps électoral classique qui serait amené à se prononcer favorablement à la réunification. En Irlande du Nord, la question pourrait se poser de qui aurait le droit de vote, notamment, est-ce que les citoyens européens qui vivent en Irlande du Nord et qui ont le droit de voter à certaines élections pourraient être conviés à s'exprimer sur le sujet, ou bien est-ce qu'on restreindrait la question au corps électoral qui est de nationalité britannique ou irlandaise, puisque là aussi, suivant les termes de l'accord du Vendredi Saint, vivent en Irlande du Nord des gens qui ont choisi d'avoir le passeport irlandais, le passeport britannique ou les deux. Ou les deux. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous nous retrouvons après A Nation Once Again des Wolftones, qui répond parfaitement à notre sujet aujourd'hui sur une possible réunification de l'Irlande avec Martine Pelletier. Alors, on se rappelle de la réunification de l'Allemagne, notamment, qui a 30 ans maintenant. Les citoyens allemands, d'ailleurs, paient toujours cette réunification. Quels seraient les coûts, justement, d'une réunification de l'Irlande ? Est-ce qu'ils ont été estimés ? Alors, je vais commencer par dire que je ne suis pas du tout économiste et pas, franchement, la personne la plus qualifiée pour répondre à la question. Par contre, ce qui est très clair, c'est que ça fait partie de la conversation du côté de Dublin, parce que, bien entendu, l'exemple de la réunification allemande est clairement présent à l'esprit des dirigeants de République d'Irlande qui ne veulent pas se hâter à accepter une réunification de l'Irlande si ceci devait avoir un coût prohibitif pour leurs citoyens. Or, il y aurait nécessairement une difficulté. Bon, certes, la République d'Irlande est un pays relativement prospère, sa place au sein de l'Union européenne, son attitude très encourageante vis-à-vis de l'investissement, notamment des GAFAM, a fait que l'Irlande s'est retrouvée en plutôt bonne situation économique, ce que la population ne perçoit pas toujours de la même façon, puisque la réalité de la vie à Dublin, ce sont des logements hors de prix et de plus en plus rares, un coût de la vie galopant. Donc, il y a aussi des préoccupations sociales du côté République d'Irlande qui seront à prendre en compte. Et du côté Irlande du Nord, ne nous le cachons pas, c'est quand même une économie qui a été ravagée, une société qui a été ravagée par 30 années d'affrontements, qui reste assez fortement polarisée, dans laquelle le poids du secteur public, payé bien sûr par la couronne britannique, est extrêmement important, ou en tout cas est démesuré par rapport au reste de l'activité économique. Donc une intégration, une réunification
entraînera un coût et ceci devra se mesurer. Il y a aussi des infrastructures de part et d'autre ou des systèmes éducatifs, de santé qui ne vont pas très bien, ni au nord ni au sud, ou qui ne répondent pas aux aspirations de la population. Donc là aussi, il y aurait des convergences à dégager, et ça explique que du côté politique à Dublin, on soit assez prudent, non pas réservé sur l'idée, mais assez prudent sur l'échéance. Voilà. Cette réunification, on peut en parler, mais il faut la préparer et la penser. Et du coup, quels pourraient en être les risques ? Alors, le risque qui est présent à l'esprit de tout le monde, mais qui ne devrait pas empêcher au moins la réflexion, c'est celui d'une résurgence de la violence, d'une polarisation de la société avec un refus massif, d'une population, d'une communauté unioniste réduite, mais radicalisée, si on peut dire, voilà, et donc prête à de nouveau prendre les armes, s'opposer par différents moyens. Alors d'un débat politique qui serait évidemment faussé, troublé par la question posée, mais aussi avec des retombées politiques et voire paramilitaires violentes. Donc ça, tout le monde a ceci à l'esprit. Personne ne veut que l'Irlande du Nord retombe dans le cycle de la violence. Un autre risque, comme le référendum en Écosse l'a montré, ce serait de poser la question trop tôt, à un moment où une partie de la population qui hésite encore n'a pas l'ensemble des éléments, ou se voit présenter certains éléments comme allant créer des difficultés économiques, sociales, et du coup refuserait, reculerait, hésiterait. Donc il ne semble pas raisonnable de se lancer dans un référendum s'il n'y a pas une partie importante de la population en Irlande du Nord. Par cela, j'entends plus de 51% ou 52% qui non seulement acceptent l'idée, mais se déclarent très fortement favorables. Voilà, s'il n'y a pas un soutien... Avec tous les éléments aussi en main pour penser raisonnablement la réunification. Tout à fait. Les expériences dans différents lieux montrent que un référendum gagné de très peu peut simplement diviser une population, laisser beaucoup de gens insatisfaits, donner l'impression que finalement ça a été gagné sur peu de choses ou sur des éléments dont on ne disposait pas pleinement. Voilà. D'où la prudence de tous par rapport à quand il faudra poser la question. Mais cela aussi pourrait créer des opportunités, très certainement. Tout à fait. Alors, j'aurais écouté avec plaisir une de mes collègues en études irlandaises en France, Fiona McCann, qui est professeure à l'Université de Lille, qui, dans une émission sur France Culture il y a quelques semaines, affirmait, et à juste titre, que ceci pouvait aussi être une vraie chance pour l'Irlande des deux côtés, et surtout pour l'Irlande côté République, qui se verrait donner une opportunité, un siècle après son indépendance, de créer un nouveau pacte social avec sa population en repensant les secteurs comme l'éducation, la santé, la relation à la citoyenneté, à la lumière de ce nouveau défi que serait la réunification irlandaise. Et je trouve que c'est une belle manière de penser ceci, c'est-à-dire de le voir en termes d'une opportunité pour l'Irlande de rompre avec peut-être certains des aspects les moins sympathiques de son histoire plus ancienne, lorsqu'elle n'était pas toujours la championne des minorités, et de voir là, au contraire, cette nouvelle Irlande qui a fait beaucoup de chemin ces dernières décennies, embrasser un nouvel agenda social et politique. Et puis on peut se dire aussi que les opportunités, ce serait l'Europe pour l'Irlande du Nord, qui, après en avoir été exclue par le Brexit, pourrait renouer avec le cadre européen. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. La réunification de l'Irlande n'a jamais été aussi concrète que ces derniers mois. Martine Pelletier nous propose son analyse de la situation. Justement, Martine, vous parliez de l'Europe, que l'Irlande du Nord pourrait se reconnecter, cette opportunité de se reconnecter à l'Union européenne dont elle a été arrachée il y a quelques années par le Brexit. Quel serait l'impact de cette réunification au niveau de l'Union européenne ? Alors là, je pense que sur la question européenne, vous en savez beaucoup plus que moi et vous pensez sur le sujet.
sujet Pas forcément. serait très intéressante. On peut se dire qu'il y aurait pour l'Union européenne un avantage qui serait que le problème posé par le Brexit, le casse-tête de ce territoire coupé en deux, mais qu'il ne faut pas recouper en deux, de cette frontière extérieure de l'Union européenne qui passe au milieu d'une île, et voilà, que ça permettrait enfin de résoudre ceci, puisque... Ça faciliterait grandement certaines questions. Tout à fait. Voilà, d'un point de vue douanier, économique, aussi très certainement aussi pour des questions liées à la circulation des personnes, puisque effectivement une entrée par le sud, le nord, enfin bon voilà, on sait les échos qu'ont les questions d'immigration au Royaume-Uni, puisque ça a été un des moteurs du vote pour le Brexit. Donc on peut se dire que du point de vue européen, ceci simplifierait un petit peu le cadre, puisqu'il y aurait un territoire, une île avec le même fonctionnement, la même relation à l'Union européenne. On peut également se dire que puisque les Irlandais de République d'Irlande ont toujours été de grands fans de l'Union européenne, alors ne nous leurrons pas, je pense qu'il y a un réel sentiment d'europhilie dans la population qui a été fortement encouragé par l'aide économique que l'Union européenne a consentie à l'Irlande et qui a permis son développement, et qui a été renforcé aussi par le soutien de l'Europe lors de l'accord du Vendredi Saint, et encore par le soutien de l'Europe lors des négociations sur le Brexit. Donc pour l'Union européenne, ce serait la possibilité de renforcer ce lien et d'apparaître aussi sur la scène internationale comme concurrent de nouveau à accompagner une situation politique sur son territoire. Voilà, l'Union européenne a toujours eu un faible pour l'Irlande. L'Irlande le lui rend bien. Donc, du point de vue de Bruxelles, c'est peut-être là que la question de la réunification poserait le moins de problèmes, tandis que, et pour Londres par rapport à son territoire, puisque quand même actuellement, malgré le large degré d'autonomie, une réunification irlandaise enverrait à nouveau peut-être un signal de faiblesse du côté du Royaume-Uni, ou en tout cas risquerait de enclencher une demande d'autonomie renforcée, voire d'indépendance du côté écossais, puisqu'en Écosse, on n'a pas digéré l'échec du précédent référendum, échec qui s'était joué en partie sur le fait que l'Écosse sortirait de l'Union européenne si elle devenait indépendante. Or, c'est le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Donc, voilà, là, au moins, il y a une question sur laquelle on est sûr. Il semblerait que l'Irlande du Nord ne serait pas en situation d'avoir à recandidater en cas de réunification, qu'elle ne serait pas traitée comme un territoire extérieur à l'Union européenne qui aspirerait à rejoindre l'Union européenne, mais bien comme partie prenante d'un territoire déjà européen. Donc on n'aurait peut-être pas le psychodrame autour de l'Écosse et l'Union européenne qu'on a eu au moment du référendum. Après, il me semblait, il faut rappeler aussi que l'Écosse avait en grande majorité voté également pour rester dans l'Union européenne au moment du référendum sur le Brexit. Et donc, il faut savoir aussi que s'il y avait eu, si on revient sur le cas de l'Écosse, il y aurait eu aussi des facilités. Parce que l'Écosse avait déjà fait partie aussi de l'Union européenne. Donc, c'est pas un pays complètement nouveau. Et là, en l'occurrence, pour l'Irlande du Nord, ce serait finalement un pays qui se serait intégré à un pays, enfin une province plus exactement, qui aurait retrouvé sa place au sein d'un pays déjà intégré à l'Union. Tout à fait. Donc après, ce qu'il faudra, ce sera peut-être une gymnastique interne pour que les lois, finalement, que la province d'Irlande du Nord, l'Ulster, s'intègrent parfaitement dans la législation irlandaise, qui, elle, est déjà intégrée à sa Tout à fait. Il y a d'abord le travail à faire sur la réunification. Voilà. Il faut d'abord voir à quelles conditions et sous quelle forme, parce que parmi les discussions qu'il pourrait y avoir, on entend déjà, parce qu'il y a déjà des discussions, y compris publiques, sur les conditions de cette réunification et surtout les erreurs à ne pas commettre. Oui. Et parmi les discussions, il y a la forme que pourrait prendre cette réunification de l'Irlande, et notamment la possibilité d'avoir un État fédéral avec une très large autonomie qui préserverait les intérêts de ce qui deviendrait la minorité unioniste d'Irlande du Nord, de façon à ne pas effrayer et braquer une partie de la population, cette partie de la population qui de toute façon ne votera pas
favorablement pour une réunification, mais comment faire pour que, en dépit d'un résultat qui éventuellement, à une échéance qu'on ne connaît pas encore, pourrait permettre de réunifier l'Irlande, et bien que cette population ne se sente pas immédiatement marginalisée, ostracisée, voilà, qu'on ne revive pas, en fait, ce qui a été vécu au moment de la partition de l'île d'Irlande, avec une partie de la population nord-irlandaise qui a été sortie du jeu et qui, graduellement, a quitté le jeu politique pour rentrer dans un autre cadre qui n'était pas de nature à apaiser la situation. Pacifique. Absolument. Est-ce qu'il y a une idée d'une échéance éventuelle de cette réunification ? Alors, on commence à entendre parler, et quand la présidente donc de Sinn Féin, le parti républicain, qui est donc un peu fer de lance de la question, mais qui heureusement n'est pas le seul à en parler, parce que ce qui est clair aussi, c'est que si jamais seul ce parti associé à l'IRA, associé à la violence paramilitaire, associé à un point de vue assez radical sur une République d'Irlande, si c'était eux les seuls porteurs de la parole réunification, ça serait tragique tragique, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, ça ne servirait pas les intérêts d'une éventuelle réunification, tandis qu'on voit des parties de la société civile engager la conversation en disant, voilà, il faut en parler parce qu'il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut poser les conditions, et pour ça, il faut se donner du temps pour le faire. L'exemple de la réunification allemande, je pense, qui s'est faite relativement rapidement dans l'élan et l'enthousiasme, là, il est clair que ça n'est pas cela à quoi on pense. Donc, on entend parler d'échéance de 10 ans. Les plus optimistes disent une échéance de 10 ans. Alors après, nous sommes dans un monde où les choses bougent beaucoup, où la géopolitique évolue, et peut-être que voilà, cette projection à 10 ans, qui est à la fois très proche, 10 ans c'est très court à l'échelle historique, sera bousculée, voilà, qui sait. Mais en tout cas, la question n'est plus du tout taboue, ou simplement écarté d'un revers de manche en disant ça n'arrivera jamais. Maintenant, on se dit que ça pourrait arriver, qu'il faut pour cela réunir un ensemble de conditions, et qu'il faut mettre en place une démarche de manière à ce que ceci puisse se passer dans un contexte le meilleur possible. Voilà, qui n'entraînerait pas de raidissement des attitudes de part et d'autre, ou qui ne buterait pas sur un obstacle inattendu qui à ce moment-là... à la violence. Quoi. Exactement, le retour à la violence, ou simplement une situation politique inextricable d'opposition qui, à nouveau, ferait s'affronter Belfast, Dublin et Londres. Merci beaucoup Martine Pelletier. Je rappelle votre cycle de conférences à l'UT, l'Université du Temps Libre à l'Université de Tours, à partir du 2 octobre. Tout à fait. Donc, cycle de conférences sur la réunification de l'Irlande. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous Astrid.